Loic Fell es responsable del desarrollo sostenible en una agencia anunciadora francesa que se llama BEPC y es cofundador también de una asociación COAL, Coalición para el Arte y el Desarrollo Sostenible, desde el 2008. Tiene un doctorado en filosofía del Instituto de Historia y de Filosofía de las Ciencias y de las Técnicas de Paris 1 Panthéon-Sorbonne y es especialista de los cambios de percepción y de estética de la naturaleza como resultados del desarrollo de la ecología científica. Loic. Alors, je m'excuse parce que je ne parle pas un mot d'espagnol. Et je remercie tout particulièrement nos camarades qui sont à la traduction depuis hier, sans lesquels je n'aurais pas pu écouter les autres interventions, donc merci beaucoup. Donc, je voulais vous partager avec vous les questions de développement durable, mais vues cette fois sous l'angle culturel. Au sein de l'association COAL, on est producteur d'œuvres d'art qu'on sélectionne autour d'artistes du monde entier et commissaire d'exposition. Donc la plupart des œuvres que je vais vous montrer pour illustrer mon propos sont issues des productions qu'on a conduites depuis quelques années. Ce qui est frappant avec les questions ou les connaissances apportées par les scientifiques qui ont été partagées jusqu'ici, c'est que la crise écologique nous met bien souvent face à des enjeux qui font écho à un imaginaire extrêmement important et assez universel. Donc, par exemple, on parlait hier de la montée du niveau des océans, liée à la dilatation des océans sous l'effet de la chaleur et la fonte des glaces. Et bien sûr, on a tous face à ça l'image du déluge en tête. Et on montre les effets du changement climatique sur l'érosion de la biodiversité. Donc bien entendu, comment ne pas penser au symbole de l'Arche de Noé. C'est par exemple en 2014 ce que l'artiste chinois Sei Hung avait présenté à Shanghai, avec en grandeur nature des animaux morts, donc c'est des maquettes en résine, qui étaient exposées sur le Bund à Shanghai. La problématique, elle n'est pas que environnementale, et c'est ça qui est assez clé à avoir en tête, c'est que les phénomènes sont liés, on l'a montré avec les questions agronomiques, c'est lié à des questions économiques et sociales, mais en particulier en ce qui concerne l'érosion de la biodiversité. Ici, c'est un projet de art orienté objet, un collectif d'artistes français qui s'appelle Lalali. Lalali, c'est le chant du cerf quand on va l'exécuter à la chasse. Et c'est pour symboliser l'enjeu auquel on doit faire face. En fait, cette carte du monde est constituée de petits mots. Donc, chaque petit trait est un mot écrit qui désigne une espèce de plante ou d'animaux en voie de raréfaction ou d'extinction, et qui est écrit dans une langue locale qui est elle-même en voie de raréfaction. Tout ça pour montrer qu'il y a une forme d'uniformisation culturelle et économique de nos organisations qui ont mondialisé des problématiques telles que changement climatique et érosion de la biodiversité, et que cette problématique, elle est commune aussi bien aux peuples locaux qu'à la biodiversité locale, et que cet enjeu doit être considéré de façon inclusive en tenant compte aussi bien des enjeux socio-culturels que environnementaux ou écologiques. Ceci dit aussi, jusqu'ici, quand on parle des problématiques écologiques et les constats établis par les scientifiques, on a franchement envie d'aller se pendre. Donc, d'ailleurs, certains artistes ont été tentés. Il y a eu 2 années de suite en Amérique latine un festival d'art contemporain dédié aux questions d'écologie qui s'appelait la Biennale de la fin du monde, qui avait lieu à Ushuaia et qui était plutôt la tendance triste, on va dire, d'appréhension de l'écologie. Avec Coal et dans cette présentation, on a plutôt choisi le parti pris de montrer des artistes qui sont plutôt optimistes et qui cherchent à mettre en avant l'accompagnement des changements de comportement vers un monde plus durable. Alors, je vais me permettre un petit détour par la critique d'art ou l'histoire de l'art pour que vous compreniez bien comment se positionne ce mouvement artistique mondial émergent. En fait, il bénéficie d'une triple évolution qui positionne les artistes comme des médiateurs pour répondre à l'érosion de la biodiversité et au changement climatique. La première, c'est que l'art se dédouane de la représentation et de l'œuvre. La seconde, je vais expliquer chacun des points. La seconde, c'est que la conscience écologique change notre regard ou notre façon de percevoir l'environnement, et qu'enfin, une nouvelle esthétique en émerge.
Alors, sur le premier point, c'est assez essentiel, c'est que jusqu'ici, on avait l'habitude, historiquement, d'avoir un art qui consistait à représenter quelque chose. Et depuis l'abstraction, depuis plus d'un siècle, progressivement, on s'est dédouané de l'enjeu de la représentation, et en plus, on s'est ouvert la possibilité d'utiliser de nouveaux matériaux et diversifier les expressions plastiques. Donc pour illustrer ça, je voulais juste montrer cette anecdote. À gauche, c'est Paul Cézanne avec La Montagne 5 Victoires en 1902, donc un de ses tableaux classiques où il ne cessait de peindre cette montagne. À droite, c'est un artiste contemporain qui est aujourd'hui très âgé, il a plus de 80 ans, obsédé par l'écologie, et qui a lui aussi proposé de peindre cette montagne 5 Victoires. Et en fait, il dit que lui, il a peint la vraie montagne 5 Victoires, alors que Paul Cézanne, c'est un faux. Pourquoi ? Parce que Paul Cézanne a utilisé des pigments qui n'avaient rien à voir avec la montagne, et il a dessiné une forme géométrique que visuellement on considère comme étant la montagne. Mais en fait, ça représente la montagne, ce n'est pas la montagne. Ce que Herman de Vries a fait, c'est qu'il est allé sur la montagne, prélever des échantillons de terre, et ensuite, il les a positionnés selon les lieux où il les avait prélevés sur la toile, en disant moi, je n'ai pas représenté la montagne Sainte-Victoire, je vous la présente. Et en fait, cette appréhension de relation à l'environnement permet de faire en sorte que l'art contemporain s'intéresse à des choses beaucoup plus concrètes ou plus actives de l'environnement, et on va en montrer. Juste pour la blague, parce que Herman de Vries va vraiment très loin parfois, c'est une œuvre qu'on avait exposée il y a 2 ans à Chamarande. Il s'agit de 2301 crottes de lapin qu'il est allé ramasser dans son jardin, et il les a rangées géométriquement pour exprimer que tout dans la nature est belle, même des éléments tels que ce qu'on perçoit culturellement comme étant laid, l'humus, les crottes, qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'environnement. Il pense que réussir la transition vers un monde plus durable passe aussi par la valorisation culturelle de ces éléments qu'on avait tendance à repousser alors qu'ils sont essentiels. L'autre changement, c'est que on va appréhender l'environnement d'une autre façon. Bon, vous connaissez tous cette image, j'imagine, parce que c'était Alexandre de Humboldt sur les Andes. En fait, c'est la phytogéographie des plantes, où, pour la première fois, en cartographiant la distribution des espèces végétales le long du flanc des Andes, on a pu corréler cette présence des végétaux et la déterminer par rapport à des besoins physico-chimiques, physiologiques, la température, etc. Et en fait, on a comme pour la première fois, on construisait une représentation rationnelle du paysage. C'était pas juste une représentation du paysage au sens de la belle nature qui était toujours dans la peinture, c'était toujours des compositions, quelque chose d'inventé pour des raisons de couleur, de forme et d'agrément visuel. Là, on approche quelque chose qui relève d'une esthétique concrète, rationalisée, où en fait, on ne va pas avoir une approche formelle, mais on va avoir une approche systémique. Donc essayer d'appréhender le système. Ce qui est extrêmement difficile parce que nos modes de représentation, ils sont traditionnels, n'y sont pas adéquats. Et je pense que tous les scientifiques dans la salle ont dû se confronter à cette problématique-là, surtout en écologie. L'écologie étant l'étude non pas des individus isolés les uns des autres, mais des interactions entre les individus, comment les représenter et surtout représenter leur dynamique. Je donne un exemple proposé par un artiste qui est aussi scientifique de cette représentation. C'est donc là l'état d'esprit dans lequel se projeter. Il s'agit de Brandon Ballanger, qui est à la fois scientifique, rattaché à une université américaine où il est écologue, et en même temps artiste. Donc là, c'est une œuvre qu'on avait produite en 2012 au domaine de Chamarande en France. En fait, il est allé sur le grand marché qui alimente tout Paris, qui s'appelle le marché de Rungis, où il est allé acheter tous les produits qui étaient issus de l'océan Atlantique Nord, qu'il pouvait y trouver. Ensuite, chacune des espèces qu'il a pu acheter dans ce marché a été mise dans un bocal, et les bocaux ont été classés selon la chaîne alimentaire, ou la chaîne trophique. Donc en fait, avec les premiers, les crustacés, etc., leurs prédateurs, les prédateurs des prédateurs, etc. Et tout en haut, un bocal vide qui représente les humains, puisqu'on est le méga prédateur de l'océan. Et de temps en temps, là il n'y en a pas de ce côté, mais de temps en temps il y a 1 ou 2 bocals vides qui représentent des espèces supposées éteintes. Tout ça pour dire que ce système, c'était aussi un enjeu pédagogique pour les visiteurs, on enlève un bocal du bas et tout peut potentiellement s'effondrer. Un dernier point aussi important, c'est l'évolution de la perception esthétique qu'induit l'écologie. En fait, dans notre civilisation, on pourrait considérer qu'il y a 2 pôles en opposition et qui dominent selon les époques.
Depuis la Renaissance, ce qui domine, c'est le pôle, on va dire, apollinien, c'est-à-dire une esthétique de tout ce qui est bien réglé, bien tracé, bien dessiné, bien clair, structuré, très artificiel en somme. Par exemple, le jardin à la française, les jardins de Versailles, qui sont extrêmement dessinés, extrêmement artificiels, extrêmement travaillés. Cette esthétique, c'est celle qui a émergé depuis la Renaissance avec la perspective, quelque chose de mathématique, de construit, une certaine rationalité, mais elle a un prix. Parce que derrière, c'était aussi une artificialisation des paysages, c'était aussi une spoliation des patrimoines communs avec la privatisation des sols, la fin des communs, avec la chasse aux sorcières, la chasse à tout ce qui était irrationnel, la perte des connaissances autochtones des sorcières, notamment sur la biodiversité, l'usage médicinal, etc. Et l'autre pôle serait un pôle, on va dire, dionysiaque, comme le dieu Dionysos, qui lui est beaucoup plus foisonnant, un peu plus fou, un peu plus systémique d'ailleurs, moins contrôlé. Et si on l'applique par exemple au jardin, eh ben, ça nous donne ça. Au lieu du jardin à la française type château de Versailles, c'est un jardin, donc là c'est Gilles Clément, en l'occurrence un paysagiste français contemporain et théoricien, qui a créé ce jardin de 3 hectares depuis 1977, où il applique des principes écologiques dans la gestion de ce jardin paysager. Avec du coup un jardin, il appelle ça le jardin en mouvement, parce que les plantes ont tendance à se ressemer d'une année sur l'autre, mais en se déplaçant dans le jardin, puisqu'elles ne vont pas jeter les graines au pied de la plante forcément. Et en fait, ce jardin est constamment en évolution. Et maintenant, ce type d'esthétique commence à être utilisé dans les aménagements publics par les collectivités locales. Et progressivement, les jardins publics qui avaient une fonction strictement esthétique pour les promeneurs commencent à intégrer aussi des fonctions écosystémiques pour la ville. Et progressivement, le regard esthétique des gens sur ces aménagements change et leurs attentes vis-à-vis des jardins évoluent. Une façon d'accompagner vers une perception plus écologique. Mais tout cela ne suffit pas. Maintenant, pourquoi les artistes peuvent porter le flambeau de ces problématiques ? Alors, il y a plusieurs raisons. Les artistes peuvent devenir une partie prenante de la mise en œuvre d'un monde plus écologique. D'abord parce qu'ils sont a priori exemptés d'intérêts de groupes spécifiques. L'artiste, il n'est pas rattaché à une obligation de résultat. Son œuvre, il n'est même pas obligé de faire une œuvre d'ailleurs, en art contemporain, ça peut être juste un processus, ça peut être juste réfléchir. Il n'a aucune obligation de résultat. Donc il peut expérimenter des choses que les entreprises, les collectivités, les gens ne vont pas expérimenter forcément, parce qu'il a droit de faire beaucoup d'échecs. Ensuite, il n'a pas d'autres objectifs économiques. Il n'est pas designer, il ne va pas déposer un brevet, il n'y a pas d'exploitation économique autre que la réalisation de son projet artistique lui-même, ce qui lui donne aussi une certaine légitimité pour être perçu comme étant neutre en tant que médiateur. Et enfin, il n'a pas de pouvoir organisationnel, il n'a pas une fonction dans une entreprise, il n'a pas une fonction dans une collectivité pour organiser les autres. Il reste à une approche assez individuelle dans sa démarche. Et enfin, historiquement, il bénéficie d'une posture de tradition d'engagement. C'est quelque chose qui a beaucoup disparu avec la structuration du marché de l'art tel qu'il existe aujourd'hui et avec l'art pour l'art, mais progressivement, beaucoup d'artistes se remobilisent pour l'intérêt commun et ont une vocation à l'engagement. Et enfin, le développement durable est quand même un enjeu profondément culturel. C'est-à-dire que bien sûr, il y a encore beaucoup de recherche et d'innovation à effectuer, mais d'ores et déjà, on sait qu'une bonne partie de nos impacts environnementaux relèvent de nos comportements individuels. Et nos comportements individuels relèvent de notre culture. Donc, un enjeu éminemment culturel pour mettre en œuvre un développement plus durable, dont les artistes peuvent être une partie prenante, au même titre que les médias, les auteurs, la publicité et tout ce qui constitue ou véhicule nos représentations culturelles. Alors, je vais juste explorer avec vous quelques exemples d'artistes qui ont soit mis en évidence des solutions pour un monde plus durable, soit recherché des solutions, et donc ont une vraie approche d'innovation, soit expérimentent le déploiement de solutions. Alors, d'abord, les mises en évidence de solutions. Alors là, pour l'anecdote, c'est une œuvre de Bansky, un graffiti qu'il avait fait dans une rue, spécial climato-sceptique. Alors, un premier exemple, c'est Lucie et Jorge Horta. Donc, Lucie est anglaise et Jorge Horta est argentin. Ils sont partis en résidence dans la forêt amazonienne en 2009-2010 avec une expédition scientifique. Donc, ils ont accompagné des écologues qui étudiaient la forêt. Et sur 1 hectare, ils ont quadrillé avec les écologues des carreaux de 1 mètre carré pour faire des audits de biodiversité. Et sur chaque parcelle de 1 mètre carré, ils ont choisi la fleur la plus petite qu'ils aient pu trouver pour la photographier. Et ensuite, ils vendaient
ces photographies avec la géolocalisation précise et le titre de propriété. Parce qu'en fait, l'idée était de fractionner cet hectare en 10 000 propriétaires pour que tout projet sur cet hectare devienne impossible, parce que exproprier 10 000 propriétaires, ça paraît beaucoup plus compliqué qu'un seul. Donc c'est l'idée d'utiliser l'art comme un vecteur mobilisateur et d'action concrète pour initier des stratégies de protection de l'environnement d'initiatives privées qui n'existent pas forcément. C'était donc une expérience. Dernier exemple sur les bioindicateurs, on en a parlé plusieurs fois. Là aussi, c'est Brandon Ballanger, donc, on l'a vu sur l'océan Atlantique et les Bocaux. Ici, il organise des études de terrain pour corréler les malformations des amphibiens avec les pollutions et les pratiques agricoles du bassin versant concerné. En fait, il propose de travailler en 3 étapes qui concilient recherche scientifique et application artistique. En fait, il organise des frog teams, donc des équipes grenouilles, qui rassemblent par exemple les écoles du coin ou avec les agriculteurs ou les politiques et vont à la chasse aux grenouilles pour ramasser les spécimens mal formés. Ensuite, il organise des débats publics avec les agriculteurs et les autres industriels du secteur ou les habitants, afin de présenter ces malformations qui sont dans leur localité et les gens ne sont pas forcément au courant. Et pour rendre ça encore plus fort, entre guillemets, parce qu'il y a une perception esthétique, donc il procède à cette manipulation, qui est une vieille technique en histoire naturelle, mais qui n'est presque plus utilisée, qui s'appelle éclaircissement-coloration. En fait, ça consiste à utiliser des enzymes pour décaper la peau et les muscles, et ensuite mettre du colorant pour faire apparaître les cartilages et les os. Et ça produit donc des spécimens très jolis qui peuvent être exposés. Donc toujours utiliser en fait l'esthétique aussi pour faciliter la curiosité ou les échanges autour de ces enjeux. Un dernier exemple de mise en œuvre de solutions un peu actives, Asa Sundjensdotter, donc qui est une artiste suédoise avec le projet High Diversity. En fait, elle s'est rendue compte que pendant la Révolution française, les Parisiens, la population de Parisiens avait détruit les jardins à la française. Ils avaient détruit le jardin du Louvre pour faire des champs de patates. Parce qu'il fallait produire de la nourriture pour résister au conflit. Donc Paris était devenu un champ de patates. Et en fait, les patates qui étaient cultivées à cette époque n'ont rien à voir avec celles qu'on cultive encore aujourd'hui en France. Il y avait une bien plus grande biodiversité variétale. Donc cet artiste a fait une recherche afin d'identifier les variétés les plus proches de celles qui étaient cultivées à l'époque et a proposé d'intervenir dans des jardins publics de Paris pour relancer des productions locales de patates. Donc là, en l'occurrence, avec le musée de la chasse et de la nature, on produit un champ de patates cette année à Paris et on va proposer aux habitants à la récolte en septembre de venir les manger sous forme de chips à l'Institut suédois. Et enfin, Minerva Cuervas, qui est une artiste mexicaine extrêmement engagée, qui travaille là en l'occurrence sur la sensibilisation à la lutte contre les OGM. Elle propose d'organiser des dégustations de fruits et légumes non OGM et expose des illustrations sur elle imagine des OGM monstrueux et elle a une critique assez vindicative de la dimension complicité ou duplicité politique qui entoure souvent les entreprises productrices d'OGM. Je vous en montre plein et on conclura sur ce que signifient ces différentes approches. Mathieu Lehanner, donc un designer, et David Edwards, qui est un scientifique, sont associés sur ce type de projet. C'est toujours anecdotique quand c'est une démarche d'artiste, mais derrière, c'est symbolique de potentiel beaucoup plus large. Là, en l'occurrence, l'idée, c'était de mettre en évidence la capacité dépolluante de l'air que peuvent avoir certaines plantes. Là, en l'occurrence, c'était par rapport à des polluants intérieurs, donc les polluants liés aux solvants ou aux peintures qu'on peut avoir en intérieur. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça, c'était en 2009. Et un an plus tard, une entreprise française qui s'appelle Phytorestore, qui fait de l'épuration ou de la dépollution par les plantes, des eaux usées, des sols et maintenant aussi de l'air, a commencé à industrialiser ce type de process et les applique à grande échelle. Et puis un petit hommage au sol, parce qu'on vient longuement d'en parler. D'ailleurs, cette année a été déclarée, donc 2015 a été déclarée année internationale des sols par la FAO, rappelant encore une fois l'enjeu que ça représente. Ici, Claire Pentecoste donc essaye de produire du sol fertile, donc à partir de compostage.
et ensuite elle les transforme, elle les agrège en forme de lingots, comme des lingots d'or, et elle les expose dans un mini Fort Knox, afin de mettre en évidence que la vraie richesse et l'origine de toute richesse, c'est le sol, et sensibiliser sur cet aspect ou cette dimension. Alors là, c'est des solutions qu'on met en évidence, mais des artistes vont aussi carrément partir en quête de solutions ou de réponses. Olivier Darnay, avec la Banque des Rennes, alors on a plusieurs fois parlé des pollinisateurs et des abeilles. Il se trouve que les abeilles survivent beaucoup mieux en ville qu'en campagne, pour des raisons simples. C'est à la fois parce qu'en campagne, à cause des monocultures, tout fleurit en même temps, et après les abeilles ont moins de choses à butiner, voire rien, et peuvent s'affaiblir. D'autre part, il y a la question des pesticides et des pollutions croisées. En ville, avec les bosquets, les petites plantes sur les fenêtres, les jardins, etc., il y a beaucoup plus de floraison étalée le long de l'année, et en plus, il y a moins d'usage de pesticides et d'insecticides, d'où la bonne santé des abeilles en ville. C'est pourquoi Olivier Darnay élève des abeilles en ville. Donc cette petite maison est une symbolique banque, mais à l'intérieur, il y a des ruches, et les abeilles peuvent sortir par la cheminée pour aller polliniser. Et en fait, ces ruches servent à produire de nouveaux essaims au moment de l'essaimage, pour fournir des nouveaux essaims aux apiculteurs qui sont en campagne. Donc c'est un jeu d'échange de la ville qui redonne des pollinisateurs vers la campagne, et ce système fonctionne depuis plusieurs années. Il l'a installé aussi bien à Amsterdam qu'à Paris et à Zurich. Autre exemple de recherche d'application concrète, parce qu'en fait l'avantage de l'apport des arts plastiques, c'est d'avoir une approche plastique. Du coup, cette approche géométrique peut être appliquée à des problématiques de type systémique. Ici, c'est Nicolas Floch qui travaille sur ce qu'il a appelé des structures productives. Donc, c'est des sculptures qui peuvent être très grandes, qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres, et sont en fait des unités destinées à être immergées au fond de l'eau, dans les océans, pour maximiser la production de biomasse. Parce que ça sert de support aux coraux ou aux autres animaux ou aux algues qui en ont besoin. Et à l'intérieur, ça peut servir de zone refuge aussi pour des alevins ou d'autres espèces. Et en fait, ce type de structures sont déjà utilisées beaucoup, notamment au Japon, pour de l'aquaculture. Et l'approche géométrique ou plastique de l'artiste a permis d'optimiser l'efficacité de ce type de procédé. Des fois, ça peut être juste poétique pour mettre en évidence une problématique. Ici, c'est Nathalie Jéréjemko qui a travaillé sur un projet de passage piéton pour papillons. Parce qu'en fait, donc c'est ose signifie zoo à l'envers. En fait, la problématique, c'est que vous savez bien que les routes sont radicales pour fragmenter les territoires et les populations, et du coup perdre de la biodiversité. On a un fort enjeu à créer des passages pour la macrofaune sous ou au-dessus des routes. Mais par contre, pour les insectes, ça marche pas très bien. Et le nombre de papillons tués sur les vitres des voitures attirés par les feux des voitures est extrêmement important. Donc elle pensait installer des passerelles au-dessus avec des petites fleurs pour attirer les papillons plutôt vers le haut et qu'ils puissent traverser ainsi la route. Évidemment, ça reste peu efficace. Donc c'est une approche plutôt symbolique, mais qui pointe en évidence une problématique générale de la conscience populaire. On l'avait dit hier, c'est que les gens vont être plus sensibles aux espèces mignonnes, alors qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont pas très mignonnes, voire très laides, et pourtant essentielles à la biodiversité ou au bon fonctionnement de l'écosystème. De même, on a une grosse problématique aussi sur la biodiversité commune. C'est-à-dire que les gens vont être sensibles aux espèces très iconiques ou vraiment très très rares, alors que la biodiversité commune, qui ne sont pas des espèces en danger, mais si la raréfaction de leur population est importante, met en danger l'efficacité de l'écosystème, c'est là aussi un problème. Donc sensibiliser à la biodiversité commune et ces problématiques quotidiennes sont ce type d'approche. Une autre, c'est Thierry Boutonnier, un artiste avec lequel on travaille beaucoup, qui a travaillé sur les populations de ragondins en Europe. En fait, le ragondin qui vient d'Amérique latine s'est installé en Europe depuis 150 ans, où il était élevé pour sa fourrure et il s'est échappé des élevages. Et il a colonisé l'ensemble des milieux aquatiques européens. Et il abîme les berges et pose de nombreux problèmes à ce titre, et aussi il est porteur de la douve du foie, qui est une maladie absolument dégoûtante. En fait, Thierry Boutonnier a voulu s'atteler à cette problématique. Et il a proposé une première solution qui était, il a écrit une lettre aux ambassadeurs de chacun des pays d'Amérique latine en leur proposant de venir récupérer leurs ressortissants ragondins.
L'ambassadeur d'Argentine a répondu, une lettre très officielle et très aimable, en expliquant que ça va pas vraiment être possible. Et en plus, on pourrait considérer que comme ça fait 150 ans qu'ils sont sur le territoire français, quand même, ils sont devenus français. Et en fait, ça met aussi en évidence quelque chose d'extrêmement important et de délicat sur la question des espèces invasives. C'est-à-dire que, attention au vocabulaire qu'on utilise pour en parler, bien souvent, c'est très tendancieux, c'est-à-dire qu'on va appliquer aux espèces invasives un vocabulaire qui, s'il était appliqué aux humains, est extrêmement raciste. Et la problématique des espèces invasives fait écho à des sujets sociaux aussi. C'est pas quelque chose de si simple, parce qu'une espèce invasive, d'ailleurs j'aime pas ce mot, en fait une espèce qui arrive dans un nouvel écosystème, parfois elle peut enrichir cet écosystème en diversité, parfois elle peut pallier à des niches écologiques qui n'étaient plus occupées ou pas assez occupées, parfois elle peut mettre en danger cet écosystème, mais en tout cas on ne peut pas généraliser la problématique. Et cet enjeu était aussi, cette question était aussi ce projet était aussi de mettre en évidence le fait que les choses sont pas si simples, qu'en plus le changement dans l'écologie, le changement c'est le principe même du fonctionnement de l'environnement en bonne santé, il doit changer, il change, et l'enjeu c'est d'accompagner ce changement pour qu'il fonctionne le mieux, plutôt que d'essayer de l'empêcher à tout prix, parce qu'il y a des choses qui sont inéluctables ou déjà engagées. Donc comme on n'a pas pu les renvoyer chez eux, ces petits ragondins, et ben, comme on s'est dit que la principale problématique de leur évolution en Europe, c'est qu'ils n'ont pas de prédateurs, Thierry Boutonnier a proposé qu'on devienne ce prédateur. Et donc il a lancé de la production de pâté de ragondins. Donc là, en fait, il était dans l'élevage de ragondins qu'il avait capturé, où en fait il était en train de leur lire les échanges de lettres avec les ambassadeurs pour leur expliquer ce qui allait leur arriver et qu'ils allaient transformer en pâté. Un autre exemple plus poétique, d'ailleurs Laurent Germont n'a pas pu être là aujourd'hui, mais c'est son portrait qui avait été fait par les artistes Eikrod et Harvey. En fait, c'est un projet d'éco-conception, c'est de l'impression sur herbe. Donc c'est une plaque de terre ensemencée avec des graines d'herbe, plaquées contre le mur. On met ça dans le noir, on met un projecteur UV devant, et devant le projecteur, le négatif de la photographie. Et du coup, pendant que l'herbe pousse, elle va recevoir plus ou moins de lumière à cause du filtre fait par le négatif de la photo. Et comme ça, s'imprime la photographie. Ensuite, on peut l'exposer à l'air libre et on le laisse sécher et ça tient pendant plusieurs semaines. Pardon. Un dernier exemple de recherche d'innovation, Élodie Stéphan, qui est une designer. Elle travaille sur les vers luisants. Parce que le problème aussi avec la biodiversité, c'est quand elle est trop mignonne. Parce qu'on a dit les espèces mignonnes, on a envie de les protéger, mais les espèces trop mignonnes, en fait, on a tendance à pas les protéger, mais plutôt à les attraper. Donc c'est notamment la problématique de certaines fleurs qui disparaissent parce qu'elles sont trop belles, donc là, une forme de malédiction. Et c'est aussi le cas des vers luisants, parce qu'en plus, ils se signalent vraiment bien dans le territoire le soir, et du coup, c'est assez facile de les attraper. Heureusement, en réalité, ils sont extrêmement moches. Je ne sais pas si vous avez vu un ver luisant de près, mais c'est affreux. Mais la nuit, ça peut prêter à illusion. Et du coup, elle propose d'installer des zones, donc c'est des dômes en verre qui servent de zone refuge ou d'élevage pour des vers luisants, et en même temps poste d'observation avec une forme du verre qui permet d'augmenter la luminosité de ces vers luisants. Du coup, concilier l'envie de relations esthétiques des visiteurs avec l'animal et en même temps la protection de cet animal. Ensuite, les solutions, il faut quand même les déployer, parce que c'est bien gentil d'imaginer des petits trucs anecdotiques comme ça, mais ça ne suffira jamais, donc il faut essayer d'aller un peu plus loin. Donc on essaye de déployer des solutions. Là, l'image, c'était une photographie retravaillée par un artiste danois qui s'appelle le projet s'appelle Vis Vitalis, mais c'est des manifestations de producteurs de lait en Europe. Alors Thierry Boutonnier, avant de faire du pâté de ragondin, il a travaillé sur la réappropriation de l'espace public. En fait, c'est un projet qu'il a mené depuis 2010 à Lyon, donc la deuxième ville de France, dans un quartier défavorisé qui s'appelle le Grand Mermoz. Et il a, en fait, dans ce genre de zone, donc il y a des grands bâtiments de logements sociaux et des grands espaces entre ces bâtiments quand même, mais qui appartiennent à la collectivité locale, à la mairie ou à la ville. Et ces espaces sont généralement des parkings ou des zones enherbées, mais ils ne sont pas utilisés en fait, ils ne sont pas valorisés. Donc ce que Thierry Boutonnier a proposé, c'est que la gestion de ces espaces
soit délégué aux habitants et non pas centralisé par la ville. Donc il a mobilisé les habitants pour leur proposer un projet d'aménagement de cet espace et de réappropriation de l'espace public. Donc c'est un travail de médiation opéré par l'artiste depuis plusieurs années. Et avec les habitants, il a pu créer une bergerie. Donc ils avaient des moutons dans la ville. Il a pu créer, bien sûr, lancer un projet d'apiculture avec des ruches. Surtout, en fait, tous les arbres installés dans le quartier, le long des routes, etc., sont des arbres fruitiers. Donc il a choisi une démarche plutôt productive, et même des zones potagères, etc. Donc un projet qui s'enrichit au fil du temps et qui fonctionne. Donc ce qui est intéressant surtout, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que la diversité des populations qui habitent là ont un projet commun, et du coup, ça crée du lien social, elles se parlent entre elles. Elles font des actions ensemble qui sont à la fois très sociales, du coup, comme projet, génératrices d'économies potentielles aussi, parce que ça crée de la production alimentaire qu'elles n'achèteront pas, même si ça reste marginal dans leur pouvoir économique, et aussi relocalisation de la production. Et ce type d'initiative, certes là initiée par un artiste, commence à se déployer très largement en Europe ou aussi aux États-Unis, d'agriculture urbaine et de jardins partagés. Autre exemple, c'est un artiste espagnol, Lothar Moros, qui projette de détourner les drones pour en faire des armes de replantation systématique, où en fait il utilise des petits canons dans lesquels il met des graines enrobées dans une boule d'humus, mais assez dures pour être projetées et que ça s'enfonce dans le sol, et donc attaquer des zones déforestées pour les reboiser. Et en fait, les bonnes idées sont toujours dans l'air du temps, et il n'y a pas que les artistes qui peuvent y penser. Et donc en fait, ça c'était un projet d'artiste qu'on a reçu dans le cadre de l'appel à projet du prix Coal qui est fait chaque année. Et là, cette année, on en a reçu 1400 et on a reçu celui-là, du coup, donc il y a 2 mois. Et au même moment, dans la presse française, je voyais ce projet d'un entrepreneur qui proposait en fait la même démarche, utiliser des drones pour replanter. Mais là, non seulement il proposait de s'en servir pour replanter, et il calculait que ça pouvait planter jusqu'à 1 milliard d'arbres par an, de façon automatique et assez économique, mais en plus, avec un système d'observation qui permet de sélectionner vraiment les bons endroits où replanter, et ensuite un système de surveillance pour vérifier que les choses poussent ou ne sont pas re-abîmées. Et d'autres proposent d'aller encore plus loin en faisant des monstres mécaniques qui vont aller protéger la biodiversité et attaquer les braconniers. Donc des envies beaucoup plus militantes. Alors, vous voyez la diversité des approches qui sont proposées par les plasticiens ou par les artistes, qui tous sont plutôt engagés, tournés vers la recherche de solutions. C'est des œuvres très pragmatiques. Bien souvent, ce n'est pas des œuvres qui se résument par une photographie ou une sculpture, c'est une sculpture sociale. C'est un processus qui se passe avec les publics, avec pour enjeu de mobiliser les gens. Juste un dernier exemple qui est iconique, c'est encore Lucie et Roré Horta, qui ont proposé ce drapeau qui est le drapeau Antarctica, où en fait ils proposent de faire un drapeau pour le continent antarctique qui soit l'adjonction de tous les drapeaux du monde. Et on peut devenir citoyen de l'Antarctique. En fait, il suffit d'aller sur leur site web qui s'appelle Passeport Antarctica, et on peut recevoir un passeport en tant que citoyen de l'Antarctique, donc un vrai passeport, format passeport, réalisé par les artistes, avec du coup beaucoup d'illustrations artistiques dedans qui sont très jolies. Je vous avoue que j'ai essayé de prendre l'avion avec ce passeport. Ça a été assez compliqué avec la police, mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Donc, l'enjeu de toutes ces productions artistiques, c'est dire quoi? C'est dire qu'il manque une chose clé pour l'engagement vers un monde plus durable. En fait, c'est démobilisateur, bien souvent, la façon dont le discours environnemental est relayé. C'est assez démobilisateur où en fait les populations, le grand public se sent dessaisi de ces problématiques lorsque on parle seulement de négociation de quotas de CO2, c'est extrêmement abstrait et ça se joue au niveau des États. Quand on parle de quotas carbone sur les entreprises, tout ça reste de la contrainte, reste abstrait, éloigné de la vie quotidienne, etc. Et en fait, pour qu'un engagement global puisse fonctionner, ce dont on a besoin, c'est une vision de ce futur et une vision d'un futur durable positif, où ça fonctionne. Parce que jusqu'ici, on a plein de solutions, on a plein d'idées, mais on n'a jamais rassemblé tout ça en une seule image ou une seule représentation dans laquelle on pourrait se projeter. Et peut-être que c'est ça que les artistes peuvent apporter au débat, et ça qui permettrait de faire effet de levier vers la mobilisation. Parce que sans cette représentation, ça reste extrêmement difficile de se mobiliser. Et en fait, avec une culture commune du développement durable,
le grand public pourrait se mobiliser sur un projet. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est que c'est pas anecdotique, c'est-à-dire que le mouvement artistique que j'ai essayé de vous montrer avec quelques exemples, il est vraiment mondial. Ce type d'approche artistique, elle est indépendante du pays d'origine. On en trouve aussi bien en Afrique, en Asie, en Europe, enfin vraiment, et en Amérique latine, on en trouve partout. Et je trouve assez intéressant de se dire que cette problématique du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité qui est mondiale, nécessite un engagement universel, ça a été dit hier, mais elle nécessite aussi une représentation commune de ces problématiques et une culture commune sur cet engagement. Donc un projet commun, et c'est un projet qu'on partage, un projet culturel commun. Un peu comme ça a été le cas au XIXe siècle, où en fait l'idéologie du progrès et la vision d'un futur meilleur que ça apportait aux gens mobilisait les gens. Franchement, pour mobiliser les gens de quitter le confort de leur ferme ou de leur village pour aller bosser dans des conditions effroyables à l'époque, dans les usines, etc. Il fallait vraiment qu'ils aient foi dans le progrès. Donc là aussi, pour mobiliser les gens et accepter la contrainte de diminuer certaines parties de sa consommation ou certains niveaux de confort, ça va nécessiter aussi d'avoir foi en ce futur meilleur. Donc les artistes peuvent être un acteur clé de la définition de ce projet, et il s'agit maintenant de les associer au débat. Et évidemment, la France, dans le cadre de la COP 21, est sensible aussi à cette dimension culturelle. Donc Coal s'est associé avec Cape Farewell pour lancer le programme ARCOP 21. Donc ce sera une programmation culturelle à Paris pendant la COP 21, avec des œuvres dans l'espace public, des choses à visiter, un guide culturel et plusieurs débats qui seront organisés, et qui est coordonné avec l'UNESCO, l'Union européenne, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, le ministère du Développement durable, la ville de Paris, l'ADEME et les départements voisins. Donc vous pourrez, j'espère, pour ceux qui seront à Paris à ce moment-là, assister aux expositions et aux débats qui auront lieu dans ce cadre. Et de toute façon, le reste sera présenté sur le site internet arcop21.com. Je vous remercie beaucoup.